Ah, ça y est, ouais. L'icône est apparue, désolé. Très bien. Il se moulinait. OK. Du coup, si tu peux switcher au premier slide, voilà. Donc, la situation du déploiement des assistants développeurs. Alors, comme vous êtes sans doute au courant, la mise à disposition de Continu a été effectuée, donc premier assistant de codeur du groupe a été effectué début juin. Il faut savoir que ça nous a occupé pas mal de charges en support, étant donné qu'on a dû faire face à des problèmes, notamment à des décommissionnements de certaines features, étant donné que la boîte a été rachetée, l'entreprise a été rachetée. Donc ça illustre bien les problématiques qu'on peut rencontrer sur ces nouvelles solutions d'IA. Donc ça va très vite. Mais étant donné que ce sont des solutions open source et qu'il n'y a pas de contrat, d'engagement contractuel, si vous voulez, de mise à disposition des outils, il faudra que l'on anticipe et que l'on diversifie nos assistants codeurs le plus rapidement possible pour limiter la dépendance à telle ou telle solution. Donc là, mise en place de Claude de continu. Ensuite, la date qui va vous intéresser sans doute, ce sera la mise à disposition du second plugin Claude Code. Donc ce sera la deuxième solution d'assistant codeur déployée. D'ici la fin d'année, on étudiera aussi l'intégration d'un troisième outil, d'un troisième assistant encodeur. Donc ça, c'est pour les grandes lignes. Mais l'idée, c'est de ne pas être dépendant de tel ou tel plugin. Donc, Claude Code, où on en est on a pris un petit peu de retard suite à la MEX continue. On a débuté une recette très limitée. Hein, c'est vrai que sur la cible des 1300 développeurs à terme, on a pu en embarquer que 12. Donc, pour des raisons que je vous expliquerai après la présentation de la roadmap. Et on pressent être toujours dans les clous pour un déploiement limité pour mi-juillet. Voilà. Alors, les limitations du périmètre de déploiement. Quels sont les facteurs limitants? Alors déjà, il faut savoir que mi-juillet, ce sera uniquement un déploiement de Claude Cli, qui est une solution, un outil orienté développeur. Donc, sous réserve de validation par la direction en copile de milieu de semaine prochaine, donc du 8 juillet, nous pressentons déjà une limitation. Ah, perdu Romain. On pourra Face revenir sur le détail. à un autre problème. Oui. Ah, c'est bon, t'es revenu. C'est bon? Ouais. OK. Donc j'en étais où? Donc déjà, première restriction, Claude Cli, profil développeur. Deuxième limitation, il faut savoir que ces solutions, enfin Claude Code, est hébergé sur Azure. Et il va y avoir il y a des négociations en cours pour augmenter la bande passante de tokens disponibles à l'instant T. Ce qui veut dire, de facto, que l'on est limité par le nombre d'utilisateurs simultanés sur ces outils d'assistant codeur IA si l'on veut les utiliser dans des conditions optimales. Donc, à savoir, si on veut un outil qui réponde, vous envoyez une requête, ça répond assez rapidement et vous n'avez pas 1 heure à attendre. Donc ça va être un deuxième facteur limitant. Et enfin, le troisième facteur, on va surtout voir la semaine prochaine, c'est quel plafond en coût de token annuel est autorisé par la direction. On a fait des premières estimations de coûts. Même en embarquant la moitié de la cible, à savoir 600 utilisateurs sur les 1300, on multiplie quasiment par 12 les coûts annuels. Donc il y a un gap assez énorme comparé à continu. Donc ça va être aussi un facteur limitant.
C'est pour ça que nous vous indiquons que la cible de la MEX à mi-juillet ne va pas pouvoir embarquer tout le monde. Donc, je profite de ce Parlons IA pour déjà vous sensibiliser sur ce fait. En parallèle, sur la saison été, en collaboration avec la Dext, nous allons le voir pour créer les 3 premiers skills officiels pour Claude Code, qui seront Sofa, Catalyst et Libui. Donc les 3 premiers skills à intégrer qui permettront un fonctionnement de Claude Code optimal, à savoir orienter la génération du code généré par Claude Code par le biais des skills. Donc ça, c'est en mise en place. On est à l'étape de conception et de définition du cycle de vie de ces skills pour que ça soit maintenable à l'échelle du groupe. Voilà. Et notre objectif, c'est d'avoir les 3 premiers skills d'ici le 30 septembre. J'ai fait un peu le tour sur la partie feuille de route, on va dire. Est-ce que, Benjamin, tu veux prendre le relais? J'ai vu que tu avais, malgré ton temps contraint, tu avais créé plein de slides. Bravo. Et il ne reste que 35 minutes. C'est ça. Je vais commencer par un concept d'assez haut niveau. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Encore. Il ne se refresh pas. Ok, c'est bon. Je vais commencer par un concept d'assez haut niveau. La différence entre ce qu'on appelle le modèle et le harnais. On va commencer par le plus simple, le modèle. Le modèle, c'est quelque chose dont vous entendez parler tous les jours, le LLM, le Large Language Model. Le modèle, dans le cadre de cette intégration avec Claude, ils ont 3 noms, il y a 3 familles de modèles, Opus, Sonnet et IQ. On reviendra sur une autre slide sur les différences entre ces 3 modèles-là. Le modèle, on a le même. Tout le monde se partage le même modèle. C'est-à-dire que vous soyez chez Anthropic, chez Arkea ou dans n'importe quelle boîte dans le monde qui utilise ces modèles-là, vous avez le même modèle. À la différence près du numéro de version potentiellement de ce modèle-là. C'est-à-dire que ce modèle-là, il n'a pas de connaissance de ce qu'on fait chez Arkea. Il n'a pas de connaissance de nos frameworks, ce genre de choses-là. Le modèle, qu'est-ce qu'il fait? Le modèle, il raisonne, il planifie. Dans notre cas d'usage ici, il va générer du code, il va générer essentiellement du texte. Le modèle, il prend en entrée ce qu'on appelle du texte, traduit sous forme de token, et il ressort du texte qu'on évoque sous forme de token. C'est un peu l'unité de métrique de ce texte-là, pour mesurer la taille du texte d'entrée et du texte de sortie. Le modèle, il a accès à rien. Le modèle, il n'a pas accès à Internet. Le modèle, il peut pas aller faire une recherche sur Google. Le modèle, il est vraiment très isolé et il n'évolue pas. Le modèle, il a une version qui, en général, change tous les 3 à 6 mois. Dans le cadre d'Anthropic, vous avez une nouvelle version à peu près sur les modèles Opus, c'est tous les 3 mois. Et sur le modèle Sonnet, on verra que c'est un peu moins régulier. Le modèle Sonnet avec. Donc ça, c'est pour le modèle. Ce qu'il faut retenir, c'est que le modèle n'a pas accès à Internet, par exemple. Ce qu'il faut retenir, c'est que le modèle n'a pas accès à vos fichiers. Le modèle n'a pas accès à votre environnement de travail. Le modèle n'a pas accès à l'environnement Arkea, globalement. C'est pas le modèle qui va faire ça. Le modèle, il va être complété par ce qu'on appelle le harnais. L'objectif du harnais, comme son nom l'indique, ça va être de contraindre un peu le modèle, de le guider et de le contraindre. Puisque le modèle, il n'est pas prédictif. On ne sait pas si on va avoir une réponse qui est correcte, partiellement correcte ou complètement hallucinée. On a besoin de mettre des verrous autour du modèle et aussi de lui apporter des informations à ce modèle-là. Les premières informations qu'on va apporter au modèle, c'est ce qu'on appelle le prompt system. Le prompt system, ça va être une description très générique de ce qu'on veut faire avec le modèle. Dans le cadre de l'assistant de codeur, ça va être de décrire qu'on est sur un assistant de codeur qui est là pour faire du développement, et ainsi de suite. Le prompt system de Cloud Code, il va introduire beaucoup plus d'éléments que ça. On l'a regardé, nous, on a décortiqué un petit peu ce qui se passe derrière. Le prompt system de Cloud Code, il va aller indiquer que je suis sur un PC Linux, par exemple, avec la version d'Ubuntu que j'utilise. Il va aller indiquer quelle IDE j'utilise, sur quels sont mes derniers commits que j'ai effectués sur mon dépôt de code. C'est énormément de choses qui sont introduites directement au niveau du prompt system, avec le harnais de Cloud Code. Il s'appelle Cloud Key, le harnais. Le harnais, il va faire également autre chose. Le harnais, il va aller cadencer les appels au modèle. Quand vous envoyez un message, c'est le harnais qui va aller appeler le modèle, qui va récupérer le résultat. Dans ce résultat-là, le modèle peut conseiller d'appeler un outil. Ce n'est pas le modèle qui appelle un outil, c'est bien le harnais qui va déclencher l'exécution de l'outil et qui va renvoyer le résultat au modèle, et ainsi de suite. Et vous allez itérer comme ça. Le harnais, lui, il a accès à votre environnement de travail.
fonction des droits que vous allez lui donner, il peut aller accéder à vos fichiers, il peut aller exécuter des commandes, il peut aller effectuer des recherches sur Internet si vous avez un outil de recherche sur Internet, et il peut aller aussi accéder à ce qu'on appelle des serveurs MCP. On l'évoquera rapidement à la fin de cette présentation. Le harnais de Cloud Code, il a énormément de spécificités. Il a des éléments de contexte supplémentaires que vous pouvez personnaliser, tel qu'un fichier qui s'appelle CloudMD. On verra tout à l'heure comment le générer. Le harnais, il va aussi gérer tout ce qui est envoyé dans le contexte du modèle. Le modèle, il a un contexte qui est limité. On le verra aussi tout à l'heure. Et donc, il y a des stratégies à mettre en place pour ne pas déborder de cette taille de contexte et dépasser une certaine taille de contexte. C'est-à-dire que si vous mettez trop d'informations dans votre échange, le modèle aura des réponses qui seront aussi détériorées. On le verra tout à l'heure. Le harnais va apporter des garde-fous. On parlait de permission. Est-ce qu'il a le droit d'aller accéder à tous mes fichiers? On verra un exemple à la fin de cette démonstration. Il va aussi aller tracer ce qui a été effectué, quels outils ont été exécutés, à quel moment, avec quels paramètres. Donc tout ça, c'est le modèle et le harnais. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un harnais, souvent, peut être mis autour de différents modèles. Ici, on avait dans le cas de Continuo, on avait par exemple du GPT 5.4 aujourd'hui. Avec le harnais Continuo, Continuo c'est un harnais, on a pu observer des différences avec d'autres harnais, tels qu'OpenCode, qui est un autre harnais open source. Pour vous donner un exemple, sur une même tâche, on avait des résultats qui étaient 10 fois supérieurs avec OpenCode par rapport aux résultats de Continuo, à même modèle. Le harnais fait une grande différence. Je vous donne un exemple très simple. Si vous avez un harnais qui n'a pas d'outil de recherche web, et dans ce cas-là, vous ne pourrez pas aller rechercher des informations sur telle ou telle librairie sur Internet. Ça va donc fortement limiter les résultats du code généré à la fin. Au niveau des modèles, on repart sur la notion la plus simple, le Large Language Model. Dans la gamme anthropique, vous avez 3 familles de modèles. Les modèles Sonnet, Opus, IQ, avec des numéros de version. Ces numéros de version, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, le modèle il va évoluer tous les 3 à 6 mois, globalement. Avec notre mode d'intégration via Azure, on a accès aux nouvelles versions du modèle le jour de sa sortie. C'est une stratégie d'Anthropic qui est de lancer ces différents modèles en même temps chez les différents fournisseurs tiers que la sortie du modèle chez eux. Au plus, dans le pire des cas, on a 4 jours de décalage dans ce qu'on a pu observer. Donc on peut avoir des modèles très à jour, contrairement à ce qu'on avait aujourd'hui où on avait toujours un décalage. On pouvait avoir un décalage jusqu'à 4 à 6 mois sur les mises à jour de modèles OpenAI. Le modèle Sonnet, c'est le modèle qui va souvent être utilisé par défaut. C'est le modèle qui est milieu de gamme. Ce modèle-là, il est idéal pour toutes les tâches du quotidien. Générer des tests, faire du refactoring, ce genre de choses-là. Le modèle Opus, c'est un modèle qui est un peu plus lourd. Ce modèle-là, il va être utilisé pour des tâches plus spécifiques. Vous êtes sur une réflexion d'architecture, vous voulez faire un refactoring profond sur une application qui a une architecture qui est complexe, qui a beaucoup de composants. Le modèle IQ, c'est souvent l'oublié, ce modèle-là. Pourtant, on peut faire beaucoup de choses avec ce modèle-là. Ce modèle-là, il est bon quand vous devez exécuter des tâches qui sont très simples à comprendre. Admettons que vous avez une liste de tâches où vous voulez, par exemple, renommer une variable dans un certain nombre de tests, rajouter des commentaires ou des choses comme ça. Ce sont des tâches très simples. Vous pouvez utiliser le modèle IQ. Et je vous recommande de le faire parce qu'il est beaucoup plus rapide que les autres et il nous coûtera aussi moins cher derrière. Les coûts derrière, le modèle IQ coûte 2 fois moins cher que le modèle Opus, globalement. Et le modèle Sonnet dans tous les deux. En termes de temps de réponse, vous aurez un temps de réponse beaucoup plus élevé sur le modèle IQ que sur les modèles Sonnet et Opus. Dans ces différents modèles-là, on va le voir tout à l'heure dans la démonstration, vous avez différents niveaux de raisonnement. On reviendra tout à l'heure sur cette partie-là. On va passer du coup directement sur une petite démonstration. On va vraiment être sur le mode d'utilisation du coup de Claude qui est le plus simple. Je regarde si je l'ai là. J'ai préparé différentes démonstrations. Ouais, on va le faire là. Parfait. Quand vous voulez lancer Claude, vous pouvez le lancer directement depuis votre terminal, ce qui est souvent fait parce que ça vous permet d'avoir plusieurs sessions de Claude qui discutent en même temps. Vous lancez Claude, vous voyez ici j'ai une petite notification, j'ai une page d'authentification qui vient de s'ouvrir. Cette page d'authentification, c'est dans le cadre de l'intégration Arkea, connecté à Claude avec votre compte Arkea. Ça va nous permettre de suivre vos consommations et votre usage de Claude. Hop, je me connecte ici en recette. Voilà, je suis connecté à Claude, je vais revenir dessus. Vous avez à vous connecter qu'une seule fois par jour. Je vais pouvoir choisir mon mode, voilà, je le didacticiel.
Donc là, je suis dans Claude Code. On va pouvoir retrouver les modèles qu'on vient d'évoquer. IQ, Sonnet et Opus. Je vais commencer par le modèle Sonnet, milieu de gamme, modèle par défaut, ce que je disais tout à l'heure. Là, je suis sur un projet qui a un tout petit API qui me permet d'aller voir des livres disponibles dans une bibliothèque. Leur titre, leur auteur, ainsi de suite. En fait, je débarque sur un nouveau projet, je suis nouveau dans une équipe, donc je ne connais pas le projet. Souvent, ce qu'on va commencer par faire, c'est utiliser le /init. /init va aller explorer le projet et va aller vous décrire ce que fait le projet. Comment il a été développé, quelles sont les librairies qui sont derrière, et ainsi de suite. Pendant ce temps-là, ce que va faire Claude Code, le harnais, est en train d'exécuter des outils qui vont aller explorer les fichiers qui sont présents dans mon projet. Les dépendances, qui est en train de lire à l'instant, le README potentiellement du projet. Claude Code, c'est intéressant quand vous avez une équipe où si vous avez du turnover, toutes les questions que va vous poser quelqu'un qui vient de débarquer dans l'équipe, Claude peut souvent y répondre en regardant le code. Donc là, il vient de me créer un premier fichier qui s'appelle claude.md avec un outil déclenché par le harnais. Et ce fichier-là, claude.md, va être capable de me dire qu'est-ce qui se passe dans le projet. Je vais l'ouvrir ici, on va le regarder. Hop. Le fichier, voilà, il m'indique c'est un projet de démonstration. Il y a un fichier Python, comment l'installer, comment le lancer, ainsi de suite. Quand vous débutez sur Claude, le premier réflexe que vous pouvez avoir, c'est de poser des questions à Claude. C'est l'usage le plus naturel, le plus simple. Vous n'avez pas besoin de dire je suis un développeur expérimenté dans tel domaine. Tout ce qui était Persona ou autre avant, ça ne se fait plus aujourd'hui. C'est inclus directement dans les systèmes prompt. Je peux très bien lui demander que fait cette API. Et donc là, il va être capable de me répondre maintenant. Ce fichier claude.md, il va être relu régulièrement. Toutes les informations qui sont dedans vont être présentes dans toutes les conversations que je vais déclencher sur ce projet-là. Voilà, là, il m'explique ce que fait cette API. C'est un API qui me permet d'aller consulter une liste de livres disponibles, ainsi de suite. Donc ça, c'était pour une première petite démonstration. Quand vous débutez sur Claude, pensez à poser des questions tout simplement à Claude, découvrir un projet. C'est très intéressant quand on veut explorer, quand on est onboardé dans une nouvelle équipe. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va peut-être pas rentrer trop dans le détail. Ça, c'est toute l'architecture que nous, on met en place, qui nous permet de gérer l'authentification d'Arkea via Claude. Quand vous avez lancé Claude, ça déclenche un outil d'authentification qui va utiliser l'authentification CAS via une mécanique un petit peu complexe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les briques qu'on met en place, quand vous appelez le LLM, on va pouvoir à ce niveau-ci mettre en place des quotas, des taux d'appel, et également tracer ce qui va être fait. On regardera tout à l'heure concrètement ce que ça veut dire. On va passer sur une deuxième démonstration. Là, on arrive au niveau 2 d'utilisation de Claude Code. Donc, poser des questions, ça va un temps, mais on a envie de faire des choses un petit peu plus évoluées avec. On va commencer par essayer de rétro-documenter un projet. Hop. Ici, j'ai un petit programme qui a été écrit en COBOL. Ce programme COBOL, hop, je vais aller dans le dossier. Ce programme COBOL, tac. J'ai pas la documentation de ce qu'il fait. On va le regarder ensemble. On va demander à Claude de le documenter, tout simplement. Hop, il est présent ici. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Tac. Je lance Claude, comme tout à l'heure. Je vais me prendre comme modèle le modèle IQ pour que ça aille un petit peu plus vite. Je vais pouvoir définir un niveau d'effort, de raisonnement. Là, comme je vous demande de comprendre ce que fait le programme, je vais lui mettre en médium. Plus vous allez mettre un niveau d'effort élevé, plus ça va aller générer du texte intermédiaire que vous n'allez pas voir. Et du coup, vous allez avoir un début de réponse qui va arriver plus tardivement. Les tokens de raisonnement, c'est un petit peu comme si le modèle se parlait à lui-même. Et là, je vais pouvoir lui dire, le programme qui est ici, hop, écris-moi une documentation. Une documentation en Markdown avec diagramme. Expliquant ce programme. Tac, on va le faire tourner. Donc là, il est en train de lire le fichier. Grâce au harnais, il a accès au fichier, il va pouvoir le lire. Il a reformulé ma demande, c'est la partie un petit peu raisonnement. Vous voyez en fait une synthèse de ce que fait le reasoning du modèle. Et il va aller me créer un petit fichier Markdown qui va m'expliquer ce que fait ce programme COBOL. Ça peut prendre du temps, ces générations-là. J'ai préparé des petites slides entre-temps.
pour vous montrer autre chose, on va aller regarder ce qui se passe dans le contexte juste après. Le contexte, vous voyez ça comme une boîte. Dès que vous ouvrez une session avec Claude, vous ouvrez une nouvelle boîte. Cette boîte-là, elle a une taille qui est limitée. Dans cette boîte-là, au fond de la boîte, on va poser les informations essentielles. C'est un peu la base pour que le modèle puisse répondre. On va y poser le prompt système. Ça, c'est propre à Claude. C'est le harnais qui le définit. On va y définir des outils. Lire des fichiers, écrire des fichiers, aller rechercher des informations sur Internet. Vous pouvez vous-même rajouter aussi des outils. Le Claude.md, qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui est un petit peu une synthèse de haut niveau de ce qui est présent dans mon projet, ou des éléments que j'ai choisi de mettre à mon niveau utilisateur aussi. Dire que je suis développeur chez Arkea, par exemple, ça c'est quelque chose qui peut être situé dans le Claude.md. Les skills, on les évoquera tout à l'heure. Et enfin, la conversation, ce qu'on vient de voir à l'instant, qui arrive en dernier niveau. Cette boîte, elle a une taille qui est limitée. Et ce qu'on remarque, c'est que plus on va mettre d'informations dans cette boîte-là, plus on va atteindre la limite du contexte, plus on va avoir des réponses qui sont mauvaises. Ici, ce que vous avez sur le graphique qui est ici, ça représente un phénomène qui s'appelle le context rot. Plus vous allez aller mettre d'informations dans la boîte, plus votre boîte elle va un petit peu être de mauvaise qualité, s'écraser un petit peu. Et donc, c'est-à-dire que les réponses que vous allez obtenir, passer 60% d'occupation de cette boîte, vont être mauvaises. Donc, l'enjeu, quand vous utilisez Claude, au bout d'un moment, plus votre conversation va être longue, ou plus vous allez lire de fichiers avec Claude, ou avoir des entrées, des appels d'outils, plus il va falloir penser à surveiller en fait ce contexte-là. On va le regarder ensemble sur la démonstration que j'avais là tout à l'heure. En attendant, il m'a créé ma documentation. Et si je veux voir ce qu'il y a dans le contexte, on va aller voir la documentation tout de suite après. Vous pouvez faire un slash contexte et vous allez avoir cette représentation de la boîte que j'évoquais. Il va aller me montrer l'espace que prend le système prompt, les outils, ainsi de suite. Ici, ouais, les skills prennent cette place-là, les messages, là il a lu le fichier, et quand je vais arriver du coup aux alentours des 60%, ici, il va falloir commencer à essayer de gagner de la place dans cette boîte. On va voir ces stratégies-là tout à l'heure. Je vais vous montrer on va aller regarder la doc qu'il a généré, je vais pas regarder. Allons regarder ce qu'il a généré. Hop. Ce programme COBOL, il va aller comparer deux entités, des personnes qui sont dans Topaz et des personnes qui sont fichier Banque de France, pour savoir tout simplement si la personne Topaz est ou pas fichier Banque de France. L'objectif, ça va être d'aller comparer le nom patronyme, le prénom, le genre de la personne, ainsi de suite. On peut le retrouver ici dans le code, le nom patronyme, le prénom, et si je prends en particulier le genre, M côté Topaz et 1 côté Banque de France, je pense que je peux le retrouver. Alors on va aller le voir dans le détail de la doc. Vous voyez déjà cette visualisation, elle va me permettre de me balader plus rapidement dans le programme, si je ne le connaissais pas. Et je vais avoir les règles présentes ici. Voilà. M Topaz correspond au 1 Banque de France. Et le F qui correspond au 2, qu'on retrouve ici dans le programme. De cette rétro-documentation, ce qui est fait dans le cadre du projet Morpho, qui consiste à convertir des écrans COBOL en front de sofa, on va pouvoir, en partant de ces spécifications, si elle est suffisamment bonne et détaillée, déjà l'amender potentiellement, et ensuite lui demander de faire un plan pour générer le code. Je peux ici le demander. Hop, je vais passer dans un mode qui s'appelle le mode planification, avec slash plan. Le mode planification, ce qu'il a comme particularité, c'est que Claude va juste pouvoir aller lire des informations. Il peut faire que de la lecture, il ne va pas pouvoir aller écrire des fichiers. Dans ce mode planification, alors souvent pour passer, quand vous allez faire un plan, il est conseillé d'avoir un modèle d'un peu plus haut niveau. Je vais passer sur le modèle Opus, qui est le modèle le plus intelligent, avec un effort faible, ce sera suffisant. Et là, je vais lui demander de faire un plan pour réimplémenter cette spécification, ce programme COBOL en Java, dans le projet Spring dans lequel je suis. Hop. Il va aller explorer le projet et il va aller m'écrire ce qui s'appelle un plan avant de dérouler ce plan-là. Ce plan-là, je vais pouvoir aussi le modifier. Hop. Ouais, je vais lui dire qu'il a le droit de lire tout ce qui est dans le dossier, sinon il va me le redemander à chaque fois. Vous voyez, là, il est en train d'explorer le projet.
et il va aller commencer à me faire la planification de comment réimplémenter ce programme-là en Java. Je vais vous montrer un autre exemple en parallèle qui est un petit peu plus simple. Ici, j'ai une petite API, mon API de livre, et dans cette API-là, j'ai un problème, c'est qu'il y a des trous de sécurité dedans. Je peux lancer Claude directement depuis mon IDE. Hop. Et je vais passer en mode plan de la même manière. Voilà, j'ai des raccourcis clavier pour le faire. Shift Tab. Et là, je vais lui dire analyse le projet, identifie les problématiques de sécurité. Là, il va aller parcourir ce petit projet-là qui est assez léger et il va aller identifier les potentiels défauts de sécurité que j'ai dans l'application. J'en ai beaucoup, hein. J'en ai introduit volontairement. Il y a possibilité de faire de l'injection SQL sur la base de données. Il y a des erreurs de logique dans le code à certains endroits qui peuvent conduire à d'autres problématiques. Donc, il va me les lister. On va aller voir ce qu'il m'a trouvé. Il exécute en parallèle plusieurs opérations, ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Et là, il a lancé ce qu'on appelle un agent dans Claude. Il a lancé l'agent Explore. Il est possible d'en lancer plusieurs en parallèle. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller explorer plusieurs dossiers en parallèle ou d'effectuer plusieurs opérations en parallèle. La différence entre l'agent et la session principale de Claude, c'est que l'agent, vous voyez un petit peu ça comme s'il avait ouvert une nouvelle boîte, la boîte que j'évoquais tout à l'heure qui est le contexte. Et il part d'un contexte qui est vide, dédié à l'agent. Hop. Je vais donner les droits ici, il a envie de lister les dépendances qui sont installées. En attendant, comme ça prend un peu de temps, comment identifier que vous êtes arrivé au bout du contexte? Quand même, ça c'est un point important. Claude suggère une approche qu'il a déjà écartée, potentiellement. C'est-à-dire qu'il a oublié ce qu'il avait dit auparavant. Claude oublie une contrainte que vous lui avez indiquée en début de conversation. Il commence à reproduire des actions qui n'étaient pas les bonnes. Vous lui avez déjà indiqué que ce n'étaient pas les bonnes. Et les réponses deviennent génériques. Elles sont moins ancrées dans votre projet. Si vous détectez ces phénomènes-là, vous avez soit la possibilité de partir sur une nouvelle conversation, soit de compacter la conversation. On va le faire en direct. Hop. Alors là, il me pose des questions. On va voir ça après. Tac. Quand vous allez compacter une conversation, il ne faut pas le faire de manière automatique. Vous pouvez lancer la commande compact automatiquement, mais il ne va pas forcément retenir les informations que vous souhaitiez retenir. Dans le cadre de cette conversation-là, ce que je souhaite retenir, c'est le plan d'implémentation en Java de mon programme Cobble. Retenir les informations concernant en implémentation Java. Tac. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va du coup aller résumer votre conversation en isolant les éléments qui sont liés à votre objectif. C'est beaucoup plus pertinent que de faire un résumé sans savoir trop vers où on veut aller derrière. Ça, c'est ce qu'on appelle le compact. On a parlé tout à l'heure de problématiques de token et de bande passante. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ouvrir Claude à tout le monde du jour au lendemain? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas comme chez vous lorsque vous prenez un abonnement Claude? Si je prends l'exemple de Continuo, pour ceux qui l'utilisent déjà aujourd'hui, vous avez déjà dû remarquer qu'il y a des perturbations, souvent le jeudi d'ailleurs. Continuo aujourd'hui, il est déployé en se basant sur le modèle GPT 5.4. Ce modèle GPT 5.4, il est déployé dans 2 régions, en France et en Suède, littéralement dans 2 data centers différents. Ce que vous voyez ici sur le schéma, c'est la répartition un petit peu des requêtes entre ces 2 régions, entre la France et la Suède centrale. Aujourd'hui, on atteint des pics à 5,5 millions de tokens générés à la minute. Pour vous donner une idée, dans toutes les opérations que je viens d'effectuer là tout à l'heure, on peut le regarder, ça va pas être très compliqué. En faisant un slash usage, hop, je pense que je dois être à quelques milliers de tokens. Tac, coût total et voilà, je suis à 1200 tokens d'entrée sur ce modèle-ci. 38 000 tokens en cache. Donc aujourd'hui, à l'échelle de 300 utilisateurs, on atteint déjà ce type de pic. Sur une région, on ne peut pas dépasser les 3 à 4 millions de tokens. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu la complexité pour gérer ça. Ça, c'est pour 300 utilisateurs aujourd'hui.
À date, sur les modèles anthropiques, dans notre tiers Azure, plus on paye, plus on a un tiers élevé. Pour faire simple. Et plus on paye, plus on a accès à de la bande passante. C'est pas des tokens à la journée, hein, c'est vraiment un nombre de tokens que vous pouvez consommer en l'espace d'une minute. Si ce nombre est trop limité, qu'est-ce qui va se passer dans Claude? Vous allez avoir des messages d'erreur. Vous allez avoir des erreurs comme quoi vous avez dépassé des taux d'appel, vous allez vouloir réinsister, ça va pas fonctionner. Vous n'allez pas pouvoir utiliser Claude tout simplement. Donc si on embarque trop d'utilisateurs trop vite, cette bande passante, elle va arriver à saturation. C'est un petit peu comme la DSL avant. Quand quelqu'un était au téléphone, il fallait éviter de jouer à un jeu vidéo en parallèle. Bah ici, c'est pareil chez nous, mais c'est à l'échelle de toute l'entreprise. Donc à l'échelle de 1200 développeurs, on doit, nous, en termes de broker de LLM, gérer ces problématiques-là. Alors il y a plusieurs astuces, les lancements progressifs, des augmentations de tokens côté Azure, et aussi de passer sur d'autres cloud providers. Donc c'est-à-dire aller chercher finalement du token là où il y en a disponible à un instant T. Alors, limiter l'utilisation de tokens, on met en place effectivement des quotas qui limitent des utilisations de tokens sur un temps long, la journée, la semaine ou sur le mois. Là, on est sur une problématique vraiment temps réel, à la minute, de limiter la bande passante qui peut être prise et d'en trouver suffisamment. Pour monitorer tout ça, on a un outil qui s'appelle Longfuse. Dans cet outil Longfuse, on va pouvoir aller regarder les entrées et les sorties des différents utilisateurs et également regarder leur consommation en termes de tokens par jour, à la semaine, ainsi de suite. Si je prends mon utilisateur ici, bah, je vais pouvoir avoir les traces ici. Ça nous permet d'auditer ce qui est fait sur l'outil. On compte l'exploiter progressivement pour aller identifier des usages qui seraient moins raisonnés du LLM ou qui pourraient être optimisés. L'idée, c'est pas d'aller traquer ce que vous allez faire avec Claude, c'est surtout de pouvoir identifier s'il y a des bonnes pratiques qu'on peut vous donner pour optimiser votre consommation. Ce que j'évoquais tout à l'heure, le choix du bon modèle pour la bonne tâche. Pour nous, ça revient à qualifier les traces, voir ce qui est fait dans chaque trace. Est-ce que c'est des tests qui sont générés, est-ce que c'est de la doc, ainsi de suite. Voir quel modèle a été utilisé, voir si les tools utilisés sont les bons. Et en termes, vous proposez des skills qui, au regard des usages qu'on voit chez Arkea, optimisent aussi la consommation de tokens. Si je regarde ici sur ma démonstration, le compact s'est terminé ici. Et je pense que j'ai un contexte qui, normalement, devrait être un peu plus petit. Il me reste un petit peu de temps, jusqu'à 45, c'est ça, il me semble. Oui. Je voulais vous montrer un autre aspect qui est souvent négligé sur ces outils-là, c'est la partie sécurité. Sur la partie sécurité, il y a une conférence demain d'ailleurs aux IAD sur ce sujet-là, des ressources aussi qui sont disponibles en ligne. Souvent, c'est un point qui est assez négligé. Pour les développeurs, cette slide-là, ça va beaucoup leur parler. Souvent, quand on est développeur, on a ce qu'on appelle des fichiers .env dans lequel on va mettre des secrets. Nos clés d'API, le mot de passe d'une base de données, ce genre d'informations-là. Quand on est en phase de développement, c'est souvent quelque chose qui est fait. J'ai ici, hop, je vais repartir sur Claude. Tac. Et je vais vous montrer ça ici. Alors, ici, j'ai du coup un projet qui est très simple, dans lequel il y a un fichier .env avec des secrets. Donc, j'ai pas envie que ces secrets-là soient envoyés au modèle. Je vais me remettre dans le projet. Tac. Voilà. Je vais relancer Claude et je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez le voir mieux. Ce qui va se passer dans cette démonstration, c'est que je vais tout simplement demander à Claude, il le fichier .env. On va voir ce qui se passe. Voilà, Claude vient de me lire le contenu de mes secrets et il vient de me renvoyer les mots de passe. Ça veut dire quoi derrière? Dans l'implémentation qu'on a de Claude, et vous pouvez le voir d'ailleurs au démarrage de Claude, on doit respecter ce qui s'appelle la charte informatique. Ce qui se passe derrière Claude, c'est que les données sont envoyées dans un déploiement qui s'appelle global. Pour trouver un maximum de bandes passantes de tokens, on va aller consommer des déploiements de Claude qui sont répartis partout dans le monde. C'est une des premières un petit peu sur ce projet-là. Ça veut dire que là, le mot de passe qui était présent ici, il a potentiellement été envoyé aux États-Unis, dans des data centers de traitement
sans traiter les données d'Azure pour Anthropic. Donc, je viens de faire une fuite de données d'un credential. Donc, c'est une faute grave, ce qui vient de se passer là. Et c'est le modèle qui a fuité la donnée pour moi. Qu'est-ce qu'on a mis en place, nous, pour éviter ça? Je vais passer ici sur une autre configuration. On va mettre en place... Donc ça, c'est la configuration par défaut de Claude que vous venez de voir. Donc quand vous installez Claude chez vous, Claude a accès et va aller lire des informations sensibles et les diffuser potentiellement du coup à l'extérieur de chez vous. Je viens de changer la configuration là. Et ce qui vient d'être rajouté dans la configuration, on va zoomer un petit peu. Je pourrais pas tout vous montrer. Zoomer un petit peu comme ça. Ce qui a été rajouté dans la configuration, c'est des permissions. On vient d'indiquer à Claude qu'il n'a pas le droit d'aller lire ce type de fichier là. Je le relance. On va faire le même exemple. Hop. Et là, il m'indique qu'il n'a pas pu trouver le fichier. Il n'a pas forcément eu le droit de trouver le fichier. Il me propose de m'aider à configurer les permissions. Donc il n'a pas réussi à lire le fichier là cette fois-ci. Ça, c'est déjà un point positif. En revanche, dans mon projet, je vais aller récupérer un skill sur Internet qui me permet d'avoir le programme de la conférence de demain des IADs. Comme tout bon développeur, je vais aller récupérer ce skill-là, je l'ai installé sur ma machine sans trop regarder ce qu'il fait. Puis bon, il y a beaucoup de stars sur le projet GitHub, donc du coup, je vais l'installer. C'est que s'il y a beaucoup de gens à mettre des stars, c'est que c'est un bon skill. En revanche, ce que fait ce skill-là, hop, ici, en parallèle, j'ai le serveur d'un attaquant qui est ici et les logs du serveur de l'attaquant qui sont là. Ce skill vient de transmettre tous mes secrets à l'extérieur. Alors que pourtant, il n'a pas été exécuté d'après Claude. Donc là, on est encore sur une autre faille de sécurité. Quand vous allez récupérer, c'est un peu comme quand vous allez récupérer des librairies finalement en ligne, quand vous allez récupérer des skills, il faut savoir que sur le top 1000 des skills les plus utilisés aujourd'hui, 37% d'entre eux sont infectés et contiennent des failles de sécurité. Ça, c'est la dernière stat de février, fin février par Snyk sur le sujet. Là, je viens de vous montrer une faille. Un skill, c'est quoi? Il y a beaucoup de développeurs qui me disent un skill, c'est un simple fichier avec du texte, du markdown dedans. Dans le skill en question, on peut aussi exécuter des commandes. Et un skill, c'est pas que du texte, c'est aussi du code. Et dans ce code-là, on a un code qui va aller faire fuiter l'info, de manière légèrement offusquée. Donc pour se protéger de ce type de point-là, nous, à l'échelle de l'entreprise, on ne peut pas vous déployer Claude, la version que vous trouveriez dans le grand public. On doit vous déployer un Claude qui est ce qu'on appelle hardené, donc avec des configurations par défaut qui sont renforcées, pour éviter que vous alliez envoyer des secrets à l'extérieur. Si je relance Claude ici, on a fait évoluer la configuration, on vient d'activer ce qui s'appelle le mode sandbox. Dans ce mode-là, si j'essaye d'aller lire le fichier .env, alors on peut aussi directement exécuter des commandes dans Claude avec ce raccourci-là. Vous voyez, ici, je ne peux plus aller lire le fichier. Et via le skill, c'est pas possible de le faire non plus. Ce que ça va créer, en fait, cette sandbox, ça va créer un environnement dans lequel il y a des accès bloqués à certains fichiers, à certaines commandes, ainsi de suite. Donc là, on va dire que c'est une configuration qui est simplifiée. Je vais vous montrer la configuration qu'on déploie réellement. Vous allez voir un petit peu la différence. Entre ça ici. Tac. Alors, est-ce que je l'ai là? La configuration qu'on va vous déployer, elle est beaucoup plus élaborée que celle que je viens de montrer, beaucoup plus complexe. Et on va essayer, en fait, nous, de se maintenir à jour au niveau de l'entreprise sur les bonnes pratiques et les recommandations d'hardening de Claude Code. Il faut savoir que Claude Code est développé chez Anthropic avec Claude, donc il est vibe codé en grande partie. Et souvent, dans les nouvelles fonctionnalités qui sont lancées chez Anthropic, on désactive d'ailleurs les fonctionnalités en bêta, souvent ces fonctionnalités sont lancées sans prendre en compte les problématiques de sécurité. Et viennent après des configurations pour les bloquer ou pour les ajuster. Anthropic déploie régulièrement des versions de son outil qui sont trop permissives. Voilà, c'était pour la petite démonstration de sécurité avec ce que j'ai montré ici du coup sur les permissions et la sandbox. Quelques actus qui démontrent que c'est vrai et que c'est encore vrai aujourd'hui, la dernière fin juin. Là, c'était dans Amazon Q, qui est une extension aussi de VS Code. L'article ici de chez Datadog, c'est sur des skills infectés sur Cloud Code. C'est proche de la démonstration que je viens de faire ici, début mai. Donc c'est l'occasion pour moi de rappeler un petit peu les droits et les devoirs que vous avez avec ces genres d'outils-là.
vous pouvez installer l'outil qui est officiellement déployé par le groupe. Ici, sur cette slide, c'est encore indiqué continue. On est en cours de déploiement du coup de Claude. Ne pas aller installer n'importe quel skill, ajouter n'importe quel serveur MCP, ainsi de suite. On va mettre en place, nous, un maximum de leviers de sécurité à notre niveau. On ne peut pas tout garantir, on ne peut pas tout contrôler. Il est aussi de votre responsabilité en tant qu'utilisateur de ne pas aller installer n'importe quoi que vous pouvez trouver sur Internet. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il nous reste un petit peu de temps. Il y avait une question de Johan Proust qui a bien intervenu sur le chat. Et sa question, c'était pour savoir, alors je ne sais pas si tu auras la réponse, il se posait la question si on n'essayait pas d'installer des outils qui limitent l'utilisation des tokens du genre Caveman Rust Token Killer, RTK, qui limitent les tokens utilisés en sortie comme en entrée. Ouais, on a effectivement identifié ces outils-là. Cavemine fait partie des skills qui ont des vecteurs d'attaque connus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on le met de côté, mais il serait légèrement à modifier si on voulait le déployer. Avec Caveman, on peut faire de l'exécution distante de commandes système, typiquement. C'est connu. Les analyses de sécu le montrent d'ailleurs sur ce skill-là. Mais oui, c'est une bonne remarque. On a un enjeu et qui vient avec l'enjeu de bande passante que j'évoquais tout à l'heure. Comme le token n'est pas une ressource infinie, vous avez peut-être déjà entendu ça dans l'actualité. Là, on est en plein dedans, hein, clairement, parce qu'on s'en rend bien compte, nous, parce que c'est de la négociation avec différents acteurs et différents cloud providers pour en avoir. Étant donné que le token n'est pas infini, il faut effectivement avoir un usage raisonné des tokens et donc avoir ce type d'approche pour réduire la consommation est intéressant. Ok. D'autres questions? Oui, sur le fichier de configuration que j'évoquais, je vois la dernière question là. Ce fichier de configuration, il va être déployé à un niveau qui s'appelle manager. Alors aujourd'hui, à date, sur les postes de développeurs, vous êtes administrateur de votre poste. Donc dans tous les cas, si vous voulez faire n'importe quoi, vous pouvez le faire. Là, l'objectif de ces leviers qu'on met en place, c'est d'éviter des erreurs par l'intermédiaire du modèle. Donc des choses qui ne seraient pas forcément volontaires de votre part, mais que le modèle aurait pu exécuter. Donc vous n'aurez pas forcément anticipé. À terme, les droits d'administration comme sur les postes macOS par exemple, sur les développeurs, vont être retirés progressivement. Et donc du coup, on déploiera effectivement ce qu'on appelle une configuration managée en administrateur à l'échelle du groupe. Et cette configuration-là, elle a priorité sur toutes les configurations anthropiques, enfin cloud qui peuvent être sur votre poste. Les ordres de grandeur sur les coûts. Les ordres de grandeur sur les testeurs qu'on a aujourd'hui, là en recette, on va osciller entre une vingtaine de dollars par jour à cinquantaine, 80, choses comme ça. Globalement, on essaie de voir si une projection à 200 dollars par mois par développeur peut être réaliste. On n'en est pas sûr, clairement pas. Il est probable que ce soit un peu plus. Et donc, à l'échelle de grandeur, à l'échelle du groupe, ça reviendrait à des 1,2 million, 1,5 million, probablement plus à l'année. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai peut-être raté des choses pendant la présentation. Je vous ai montré qu'un tout petit aperçu, hein. Il y a des approches et des techniques pour optimiser aussi l'usage des tokens. Revenir en arrière dans la conversation, sans aller rajouter, accumuler des messages dedans, ce qui s'appelle le rewind. On a prévu de fournir des documentations, des vidéos de tutoriels qui ne seront pas faites par nous. Hein. On est sur des vidéos de tutoriels qui sont plutôt des vidéos qu'on trouve à l'extérieur, parce que c'est dur de se mettre à jour sur du contenu très vite là-dessus. Et également un diapo, voire un petit TP sur comment monter en compétence sur Claude. Oui, et je rejoins Stéphane, effectivement, vous n'avez pas installé n'importe quoi sur votre poste. C'était l'enjeu de la démonstration, là, de vous montrer que ça a des conséquences. Et d'ailleurs, on interdit l'utilisation du coup des MCP dans la première sortie de Cloud Code, puisqu'on voit pour mettre en place un peu comme pour des librairies que vous iriez installer sur des socles, une forme de gouvernance, d'analyse, d'auditabilité des serveurs MCP et des skills qui seraient installés.
Claude CLI ne sera pas accessible qu'aux utilisateurs Linux, il est accessible également aux utilisateurs qui ont Mac et on est sur un portage Windows aussi du petit wrapper d'authentification. L'objectif c'est de couvrir les 3 OS utilisés par les développeurs, mais il est par contre soumis à habilitation. Habilitation développeur du coup. C'est-à-dire qu'un non-développeur n'aura pas accès à ces outils-là. Au niveau des dates de MEP, on est sur un déploiement progressif du coup. Notre date de MEP dépend des sources d'approvisionnement de tokens qu'on arrivera à trouver dans les prochains mois. Et de si on arrive aussi à avoir de plus de bandes passantes de côté Microsoft. Si bien ça peut se débloquer très rapidement, ça peut peut-être prendre plus de temps. On étudie des options alternatives. Oui. Oui, en fait, voilà, je pense qu'il y aura une communication, mais après, du coup, la décision, les décisions, selon les décisions du COPIL qui a lieu le 8 juillet. Voilà, d'ici là, même si l'arrêt, enfin, même si l'ouverture à Claude Code est limitée, je pense qu'on fera une communication et ce sera sans doute dans un premier temps, à scope d'utilisateur réduit, une habilitation dédiée à Villeneuve. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, en fonction pour le dernier point, effectivement, en fonction des usages, on a différents outils effectivement qui sont proposés. Là, on s'adresse vraiment plutôt aux développeurs sur Claude. Mm. Oui, ce sera restreint aux développeurs. S'il y a d'autres cas d'usage, d'autres idées d'utilisation de Claude qui pouvaient émerger, dans ce cas-là, ce qui est fait en termes d'analyse de risque, c'est d'aller analyser ce nouveau cas d'usage. Donc, typiquement une ARP derrière, analyser les données aussi qui vont être véhiculées. Comme j'évoquais tout à l'heure, là, on est sur un déploiement qui envoie des données dans des modes globaux, des données de code source. On ne pourrait pas aller envoyer des données d'un certain niveau de sensibilité sur ce type de déploiement de modèle. Donc à chaque usage, vaut une analyse de risque derrière. Et là, l'analyse porte sur le développement au sein d'Arkea, donc sur du code source qui est véhiculé au travers de ces modèles-là. Ouais, je vois que dans le chat, il y avait des discussions autour des coûts de tokens. Les calculs sont un petit peu plus complexes que juste le nombre de tokens. Je ne sais pas si je l'ai montré ici, je l'ai peut-être là. Quand vous avez le contexte ici, globalement, il y a un cache qui est créé à partir du moment où vous commencez votre conversation, qui va du coup contenir tous les tokens qui sont ici au début. Ce qui veut dire que quand vous allez poursuivre la conversation, on ne va pas payer le même prix de token pour les premiers tokens. En revanche, si vous venez modifier un outil, par exemple, ça invalide le cache et du coup on repart quasiment à zéro. Il y a des stratégies comme ça après d'optimisation en lien avec les caches aussi, qui peuvent se mettre en place. Alors pour Cloud Design, on est sur une intégration. Nous, on est sur une intégration qui s'appelle Platform Tiers de Cloud Code. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, on consomme des modèles via Azure. On n'a pas de données qui restent stockées sur Azure et aucune chez Anthropic. Sur Cloud Design, c'est une solution qui est complètement en ligne. Il nécessite un compte Anthropic. Donc dans ce cas-là, si pour accéder à ce type de solution, il faudrait du coup tirer une externalisation avec Anthropic pour avoir quelques comptes en ligne, comme Cloud Security, et comme d'autres solutions de la suite Anthropic, qui ont finalement de la donnée stockée chez eux et des environnements qui l'exécutent chez eux, et qui ne sont pas fournis aujourd'hui dans les intégrations plateformes tierces, qui donnent vraiment juste accès au modèle. Dans le cas de Cloud Design, ce que j'évoquais tout à l'heure,
le harnais, il est chez Anthropic. Mhm. Là où dans Claude Cli, le harnais, il est chez nous, dans l'IDE, dans le CLI. Et donc, du coup, qui dit harnais chez eux, dit données et environnement chez eux aussi. Nous, on a juste le modèle ici qui est chez Azure et le harnais qui tourne en local sur le poste du développeur. Ouais, on espère que Claude sera stable assez longtemps, effectivement, et de ne pas connaître la même expérience qu'avec Continuo. Ok. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci à tous. Merci à Johan pour toutes ces questions. Merci. Allez, bonne journée. Bonne journée.